Quebert a rencontré Marilyn Arsenault, directrice générale de la FADOC région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui nous parle du nombre de plaintes et de signalements pour maltraitance envers des aînés et des adultes vulnérables qui a explosé au Québec dans les dernières années. Il discute aussi du fait que le ministre Girard songe à hausser l'âge minimal d'admissibilité à la rente de retraite du RRQ de 60 à 62 ans et à augmenter les pénalités pour ceux et celles qui retirent leur rente avant l'âge de 65 ans. Donc, Marilyn Arsenault, directrice générale à la FADOC région Gaspésie-les-Îles. Alors peut-être rapidement, tu pourrais nous redonner un peu la mission de la FADOC pour nous rappeler avant de commencer. Donc, le réseau FADOC, c'est le plus grand regroupement d'aînés à travers le Québec qui regroupe là, un peu plus de 525 000 membres. Et notre mandat ultime est de faire de la défense de droits collectifs des aînés et d'encourager les aînés à rester actifs, donc que ce soit par le biais de l'activité sportive ou de l'implication là, bénévole. D'accord. Alors il y a deux sujets qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est concernant la maltraitance d'aînés. On a vu ça passer aussi dans les médias entre autres. On sait que c'est un sujet qui est pas nouveau. Apparemment, c'est un sujet qui est en augmentation. Alors, est-ce que on a des chiffres peut-être pour la région Gaspésie-les-Îles aussi? Est-ce que c'est un phénomène qui se passe partout au Québec, mais aussi dans notre région? Effectivement, c'est un sujet qui est autant d'actualité chez nous en Gaspésie. Toutefois, les chiffres sont très difficiles à avoir parce que très peu de gens vont dénoncer auprès des autorités, entre autres comme la Sûreté du Québec ou des choses comme ça. Donc, on sait que la majorité des cas de maltraitance sont vécus au niveau familial. Donc, c'est un membre de la famille, un enfant, quelqu'un de proche qui va abuser soit financièrement, soit physiquement d'un autre aîné. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de quantifier là, le geste de maltraitance. Toutefois, notre région est autant touchée, là, sinon plus, de par la proximité des gens. On fait souvent confiance, des fois à tort, aux personnes, et c'est souvent des personnes, justement, qui vont avoir un bon lien de confiance, qui vont faire en sorte que ça va commettre, justement, un crime, là, justement, en lien avec la maltraitance. Parce que j'imagine que la personne aînée qui est maltraitée, ça doit pas être facile pour elle non plus de faire porter plainte, j'imagine. Effectivement, c'est quand que c'est ton enfant qui va venir profiter de ton argent, qui vient te voir, je donne l'exemple souvent, quand on reçoit de la visite seulement le premier du mois. Quand la prestation de la vieillesse rentre, ben c'est là qu'on reçoit de la visite. Puis la visite a toujours, mettons, besoin d'argent pour acheter des couches pour les enfants, pour payer le cellulaire ou mettre de l'essence dans l'auto. C'est une forme de maltraitance financière et une forme de maltraitance qui est très, très répandue malheureusement. Et ce type de maltraitance-là, ben on n'ose pas la dénoncer parce que c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qui est proche de nous. C'est quelqu'un en qui qu'on a toujours eu confiance, donc on ne veut pas identifier cette personne-là, on ne veut pas appeler à la police pour dire mon garçon il abuse de moi financièrement, tu sais. Puis malheureusement, souvent les aînés vont être aussi beaucoup dans le déni par rapport à ça. Donc, quand ils vivent de la maltraitance, ils ont tendance à dire « Oh non, tu sais, ça arrive pas chez nous, tu sais, il vit vraiment une mauvaise période, puis tu sais, je l'aide. » Mais en fait, tu sais, en donnant de l'argent, par-dessus de l'argent, on se trouve pas à trouver une solution pour la personne qui vit une difficulté financière alors qu'il existe des ressources que ce ne serait pour les nommer comme l'Association de coopératives d'économie familiale connue sous forme de l'ACEF qui offre de l'accompagnement pour faire de la budgétisation. Donc, ça, c'est d'aider une personne qui a de la difficulté financière, de le référer vers une ressource au lieu de lui tendre de l'argent, puis que l'argent va être souvent utilisé pas pour la bonne raison, pas pour la raison pour laquelle il est fait. Souvent, ça va être utilisé soit pour une dépendance X ou pour un autre besoin qui est pas le fait d'acheter des couches ou de payer une facture. Vous faites bien de le souligner parce que moi j'avais tendance beaucoup à penser que la maltraitance était souvent des actes physiques envers les aînés, mais apparemment ça peut être plus psychologique ou Oui. comme vous dites financier. Est-ce que Oui. vous avez d'autres exemples justement qui sont pas forcément il y a l'acte physique envers lui-même, mais qui serait C'est de la sûr. maltraitance?
Oui, en fait, la physique, c'est celle qui est la plus facile à identifier, un peu dans le même principe que la violence conjugale. La violence psychologique, donc toutes celles qu'on croit à tort qu'un aîné à partir de 65 ans ou 70 ans ne peut plus prendre de décision par elle-même. De dire, ben tu sais, ça sert à rien, maman, que tu donnes ton opinion là-dessus. De toute manière, t'es rendu à bout d'âge. Fait qu'on entend des choses comme ça, alors qu'un aîné a toute sa vie, a acquis des connaissances, des compétences. Donc, c'est pas parce qu'on est rendu à 70 ans que la personne ne peut plus avoir d'opinion politique, qu'elle peut plus avoir de vie sexuelle, qu'elle peut plus avoir aucune vie, alors qu'elle peut émettre son opinion, elle peut encore décider, tant que la personne n'a pas un diagnostic qui est émis par un médecin et un travailleur ou une travailleuse sociale pour dire que la personne est en perte d'autonomie et n'est plus apte cognitivement, la personne, elle peut très bien fonctionner, puis on n'a pas besoin de décider pour elle, tu sais. On n'a pas besoin de forcer un aîné à changer son testament, des choses comme ça. On entend beaucoup parler des enfants qui vont prendre des rendez-vous pour leurs parents chez le notaire pour faire des modifications. Ça, c'est pas bien. Dans le fond, ça, c'est agir de façon maltraitante envers son parent ou envers sa personne. Donc, tout le fait de décider pour la personne, de pas lui donner accès à cette information-là, c'est très important. Un autre exemple qui peut être souvent, qui m'a souvent été ramené, c'est, admettons, un enfant qui va accompagner son parent chez le médecin, puis qui va parler à la place de son parent. Ah, maman, elle est comme ça, elle est stressée puis elle est nerveuse, alors que la dame, peut-être que c'est des brûlements d'estomac, peut-être qu'elle a, tu sais, c'est pas du stress, elle mange moins parce que finalement, elle fait du reflux, puis que ça prend effectivement une médication et non un médicament pour traiter une dépression ou de l'anxiété. Tu sais, c'est de donner tout le droit à l'aîné d'être une personne au même titre qu'une personne de 40 ans, de 50 ans. Tu sais, faut être à l'écoute de ça puis respecter nos aînés. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance, malheureusement, à perdre rapidement, là. Puis pour terminer sur ce sujet, est-ce que la FADOC, peut-être entre autres organismes aussi, vous aidez les aînés à être conscients de ça? Oui, on fait beaucoup d'éducation populaire de défense de droits collectifs, justement, au niveau de ces sujets-là. Mais on a aussi la FADOC, ici, on est chanceux en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. On a ce qu'on appelle une travailleuse de milieu pour aînés. Et à travers la Gaspésie, en fait, il y en a 7, là, des personnes qui sont des travailleurs de milieu pour aînés, qui permettent de faire de l'accompagnement un peu plus individualisé pour des sujets justement de maltraitance. On va les référer vers les bonnes ressources, que ce soit la Sûreté du Québec si c'est quelque chose au niveau criminel, ou bien de les référer vers des ressources là psychosociales, que ce soit au CI3S de la Gaspésie ou vers des ressources là, plus spécialisées. Donc oui, si on a des aînés qui nous interpellent, qui savent pas où appeler, ben qui hésitent pas à nous lâcher un coup de fil à la FADOC, on va les référer vers les bonnes ressources effectivement. D'accord. Bon, il y a un autre sujet aussi qui nous interpellait, c'était la décision, ou peut-être plutôt on lisait que le ministre des Finances, Monsieur Éric Girard, il songe à hausser l'âge minimal d'admissibilité à la rente de retraite. Est-ce que vous pouvez nous donner, avec des mots peut-être un peu plus simples aussi, qu'est-ce que ça veut dire exactement concrètement? Oui. Ben là, au moment qu'on se parle, dans le fond, à partir de 60 ans, les gens peuvent, dans le fond, commencer à retirer le régime de rente du Québec. Donc, ça, c'est une prestation qu'on paye quand on travaille, dans le fond. Fait qu'à chaque cycle de paye, sur notre relevé de paye, on voit qu'il y a des montants qui s'en vont pour les impôts du Québec et l'impôt du Canada. Et il y a aussi le RRQ, la Régie des rentes du Québec. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir des sous un peu plus à la retraite. Puis ça, ce montant-là qu'on accumule tout au long de notre vie de travailleur, à partir de 60 ans, les gens peuvent commencer à retirer ces sous-là. Plus qu'on le retire tôt, moins le montant mensuel va être élevé. Donc là, à partir de 60 ans, les gens peuvent commencer à retirer, sauf que là, le gouvernement veulent mettre en place un règlement ou une loi qui ferait en sorte que les gens pourraient seulement commencer à retirer ce montant-là à partir de 62 ans. Qu'est-ce que ça a comme impact? Vite fait, quand on dit, ben, tu sais, ça change pas grand-chose, à 60 ans, 62 ans, les gens travaillent.
Toutefois, ici, pour nous, entre autres en Gaspésie, on trouve ça un peu aberrant que le gouvernement pense ainsi parce que on a beaucoup de gens ici qui vont avoir des travails saisonniers, hein, qui vont travailler dans les usines de transformation de poissons, des choses comme ça, et beaucoup de travailleurs sylvicoles, des métiers qui sont très, très physiques, OK? Fait que souvent, les gens, quand ils sont rendus à 60 ans, il y en a qui ont hâte de prendre leur retraite, qui ont hâte de pouvoir, je vais le dire comme ça, mais se reposer puis pouvoir bénéficier, tu sais, de ce qu'ils ont accumulé en tant que travailleurs. Ce que ça fait de repousser ça pour 2 ans, fort à parier qu'il y a des gens qui vont devoir à être admissible ou de faire des demandes d'aide de dernier recours. Quand je parle d'aide de dernier recours, je fais référence à ce qu'on appelle communément l'aide sociale. Tu sais, parce qu'à l'aide sociale, il y a 2 types d'accompagnement financier. Il y a l'aide de dernier recours et il y a une aide là, pour les gens qui ne peuvent pas travailler. Donc, les gens vont être 2 ans, 3 ans avant de pouvoir demander justement la pension de la vieillesse à 65 ans. Ils vont être sans revenu. Fait que, tu sais, c'est quand même un impact quand même significatif qu'il faut pas négliger. Fait que moi, je trouve que ce que le gouvernement tente de faire, alors qu'on entend beaucoup dans les médias qui se soucient de nos aînés, qui veulent que nos aînés restent plus longtemps à domicile, ils veulent plein de belles choses, sauf que en ayant l'idée de changer des règlements comme ça, c'est un message totalement contradictoire. Alors que, tu sais, qui devrait donner le bénéfice à la personne de dire, si la personne elle veut retirer sa rente à 60 ans, ça lui appartient. La personne elle est au courant de qu'est-ce que ça a comme impact. Si la personne elle est capable de travailler jusqu'à 66, 67 ans, tant mieux. Si sa santé lui permet puis qu'elle est capable d'être maintenue en poste puis que son employeur est ouvert à sa réalité, on peut pas demander mieux. Même nous, à la FADOC, on encourage les gens, les jeunes retraités à revenir sur le marché du travail. Mais pour la personne qui a pas la santé physique et la santé mentale de poursuivre son travail, je crois que le gouvernement doit permettre justement à la personne de choisir la meilleure offre là, dans le fond. Oui, puis je vois que c'est pas tout parce apparemment il y a une pénalité que quand il retire avant l'âge même de 65 ans. Donc, est-ce que cette pénalité existe déjà ou elle va être augmentée? Oui, elle existe déjà. Dans le fond, si on retire avant 65 ans, le montant est beaucoup plus minime de ce qu'on peut bénéficier, alors qu'il encourage effectivement les gens à rester sur le marché du travail plus longtemps. Donc, la personne qui va retirer sa régie des rentes à partir de 66, 67, 68 ans, elle va être plus regagnante financièrement sur la quantité d'argent qu'elle va avoir dans ses poches. Sauf que, comme que je dis, dans certains cas, quand on a une personne qui a un travail qui est extrêmement physique, ben ça se peut qu'elle, à 60 ans, elle a atteint sa limite de qu'est-ce qu'elle peut offrir. Puis dans ce cas-là, tu sais, on est qui, nous, puis le gouvernement est qui pour juger que cette personne-là a atteint sa limite de qu'est-ce qu'elle pouvait offrir, tu sais. Fait que je trouve que, tu sais, c'est de prendre une décision, un peu comme qu'on disait au niveau de la maltraitance, quand on décide pour quelqu'un d'autre, ben c'est un peu ça que notre gouvernement tente de faire, tu sais, de prendre une décision, de prendre pour acquis que tout le monde peut travailler au moins jusqu'à 62 ans. Alors que, tu sais, on ne sait pas, ni moi ni vous. Demain matin, on ne sait pas qu'est-ce que notre santé va nous permettre, on ne sait pas de quoi qu'on va être capable à 62 ans. Tu sais. Fait que moi, c'est ça que je trouve qu'il faut penser pour être le plus inclusif pour nos aînés, puis offrir quelque chose justement qui va être à la hauteur de qu'est-ce qu'on a comme valeur aussi là. C'est vrai, hein, c'est vu dans l'autre sens, c'est ce que le gouvernement fait à la place de nos aînés. Ça me faisait penser un peu, je m'étais fait le commentaire quand vous parliez de la maltraitance des aînés. Il y a eu la période de la pandémie et beaucoup de difficultés dans les CHSLD dues aux décisions gouvernementales, entre autres, qui ont fait beaucoup de maltraitance aux aînés aussi. Absolument, absolument. Vous avez totalement raison. Puis toute cette période-là, ben on voit encore justement les restants de ça parce qu'on a des aînés qui se sont mis à vivre beaucoup de stress et d'anxiété suite à cette période-là quand ils ont été isolés pendant 30, 40 jours à pas voir leurs voisins, à pas pouvoir voir leurs petits-enfants. Donc oui, notre gouvernement a pris certaines décisions qui auraient pu être prises différemment. Ben en tout cas, merci beaucoup. Je voulais juste terminer quand même sur ce sujet de la RRQ, justement de la Régie des rentes. Est-ce que la FADOC, au niveau provincial, j'imagine, se positionne et donc c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui ensemble, mais aussi vous avez justement fait une demande dans ce sens au gouvernement?
Oui, dans le fond, le gouvernement, le réseau FADOC provincial fait, comme je le nommais, d'entrée de jeu de la défense de droits collectifs, et ça fait partie des batailles. Et effectivement, la FADOC s'est opposée là, farouchement là, à ce changement là, de loi là, que le ministre Girard là, veut entamer là, dans les prochains mois. Donc, la FADOC est opposée là, à ce changement-là. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Marilyn, pour ces éclaircissements. Et puis, on vous souhaite bonne continuation et une bonne bataille, entre guillemets, sur ce sujet-là. Super. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.